Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, moi ça va pas, puisque ce soir j'étais tranquillement au bar avec des amis pour voir le match entre Brest et l'Olympique Lyonnais, et une fois n'est pas coutume, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot contre le Stade Brestois ce soir, du côté du stade Francis Leblay, victoire 2-1 du Stade Brestois, 2 buts inscrits dans la première demi-heure de jeu, un premier but inscrit par Mady Camara sur une saucisse défensive, un deuxième but inscrit par Ludovic Ajorc sur une saucisse défensive, même si le deuxième but de Brest est absolument sublime. Réduction du score par Jordan Verretou juste avant la mi-temps. Et puis, plus rien. Plus rien. De la merde. Voilà, un match pourri de la part de l'Olympique Lyonnais qui, on va pas se mentir... Alors c'est pas qu'il mérite sa défaite parce que foncièrement Brest n'a pas livré le match du siècle et a été réaliste, mais un Olympique Lyonnais qui, encore une fois, aura été très mauvais dans les deux surfaces. Mauvais dans la surface brestoise, quasiment aucune occasion convertie, notamment à cause d'un Alexandre Lacazette qui a été vraiment pas très bon ce soir, mais également extrêmement mauvais dans sa propre surface, puisqu'on a eu l'une des pires performances d'une charnière centrale de l'Olympique Lyonnais depuis très longtemps. Voilà, bienvenue à vous, on va débriefer ça ensemble. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces si vous êtes sur YouTube, des petits commentaires, ça fait plaisir, ça pousse l'algo, ça permet de faire en sorte que ça marche et de continuer tout ça. Merci à vous qui êtes sur Twitch, même si je vois que vous vous abonnez, merci Président Dodo, etc. On va commencer dans l'ordre. Le choix de Pierre Sage pour ce match contre Brest, c'était un 4-3-3. Alors, on connaît, le 4-3-3 lyonnais, c'est jamais vraiment un 4-3-3, mais il y avait quelques choix forts. On savait que Nemanja Matic n'était pas là. C'est donc Taner Tessman qui a pris la place de numéro 6 en sentinelle. Et devant, nous avions Cherki côté droit et un milieu composé de Jordan Verretou et de Corentin Tolisso. Maitland Niles, auteur d'un match calamiteux la semaine dernière, a été mis de côté. On a préféré Mata à sa place. Défense centrale, Niakate, Kaleta Tsar. Ça nous intéresse, puisque ça a été la grande catastrophada de cette rencontre. La charnière centrale, ça a été une horreur, on va pas se mentir. Une horreur absolue. On a un temps douté de lequel des deux serait le pire, et c'est Douye Kaleta Tsar qui a gagné la palme ce soir. Ouverture du score relativement rapide à la 7e minute, sachant qu'il y a eu 4 minutes d'interruption pour des fumis. Alors, c'est comme d'hab, je veux dire, on va pas critiquer les Brestois pour ça. Il y avait une très belle ambiance d'ailleurs à Francis Leblay ce soir, de ce qu'on m'a dit. Ouverture du score de Mady Camara, une perte de balle avec une belle projection, une frappe de Ludovic Ajorc superbement sortie par Lucas Perry. Malheureusement, Mady Camara rôde côté droit de la surface et fini. Derrière, on a Ludovic Ajorc. Pour le coup, si vous n'avez pas vu ce but-là, si vous n'avez pas vu le deuxième but brestois, je vous recommande d'aller le voir parce qu'il est vraiment très beau. Tout part du perte de balle de Jordan Verretou, franchement pas foncièrement mis en danger, qui perd le ballon au milieu de terrain. Et derrière, il y a un enchaînement extrêmement rapide entre Ajorc et Mady Camara. Et Ajorc qui finit magnifiquement bien. Ces deux buts, ils ont un point commun, c'est que Douye Kaleta Tsar fait n'importe quoi dessus. Voilà, on va pas se mentir. Le match de Douye Kaleta Tsar, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Le match de Douye Kaleta Tsar ce soir, c'est une des pires prestations d'un défenseur de l'OL depuis 10 ans. Et pourtant, on a eu Marcelo Guedes. Et pourtant, on a eu Jérémy Morel. Vraiment, le match de Kaleta Tsar ce soir, c'est un match qui doit justifier le fait de ne plus jamais voir le terrain. Il nous reste 20 jours de mercato. Allô Galatasaray, allô l'AEK Athènes, allô Al Ittifaq, s'il vous plaît. Il est fort Douye Kaleta Tsar, prenez-le, pitié. Allô Botafogo, allô Molenbeek, allô Crystal Palace, allô Everton. Pitié, Kaleta Tsar. Loin de ce club. Voilà, je suis désolé, d'habitude je suis un petit peu plus mesuré, mais là on n'en peut plus, c'est une catastrophe ce joueur. On le savait, on le savait. Quand il a signé pour pas très cher Kaleta Tsar, il a signé pour 5 millions, quelque chose comme ça. On savait qu'il y avait deux Kaleta Tsar. Il y a celui qui a la tête à l'endroit, qui est foncièrement pas un mauvais joueur de foot, qui a de l'impact physique, qui est intéressant, qui a plein de limites. Il n'est pas très rapide, c'est pas un bon lanceur, mais il a plein de qualités. Et puis il y a le Kaleta Tsar que les Marseillais ont détesté. Et les Marseillais, je sais que vous les aimez pas, mais faut les écouter parfois. Kaleta Tsar, quand il a la tête à l'envers, oh là là, mes amis, c'est Ronald Dubar, c'est pire que tout, c'est Lindsay Rose. Là, ce soir, c'est même pas qu'il n'y a pas grand chose, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est des chaussures gamme vert là. C'est des pots en terre cuite ces chaussures.
La lecture du jeu, c'est une catastrophe. Il court moins vite que moi. Enfin, je préfère Zach Nani en défense centrale à ce moment-là. Franchement. Alors, on dit ça, mais Niakate n'a pas été meilleur. Hein. Niakate, 32 patates. On n'oublie pas, hein, quand même. J'apprécie beaucoup l'être humain. Moussa Niakate a l'air d'être un formidable être humain. Donc je m'excuse, Moussa, parce que tu as l'air d'être un mec très cool, mais il va falloir faire mieux que ça, quand même. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors oui, il n'est pas aidé. Hein. Mais à un moment donné, cette défense centrale, je suis désolé, c'est pas du tout cadré comme d'habitude, mais je suis un peu énervé. Et cette défense centrale, l'Olympique Lyonnais ne peut rien espérer d'ambitieux avec une défense centrale comme ça. La défense centrale, c'est la base de n'importe quelle équipe. Si votre défense centrale, elle sent les chocottes, elle sent la peur de la première à la 95e minute, vous n'allez pas gagner de match. Vous allez perdre des matchs que vous devez gagner et vous allez faire match nul dans les matchs que vous devez gagner. Cette défense centrale, elle pue la peur. Elle n'est pas sereine. Donc, il faut faire quelque chose. C'est quoi quelque chose ? J'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas coach. Ma conviction, c'est qu'il faut mettre Clinton Mata en défense centrale. Voilà. On a Maitland Niles. Il est régulier, peut-être, mais il est quand même pas si nul que ça. Maitland Niles à droite, Mata dans l'axe. Et vous mettez qui vous voulez à côté, mais Mata, c'est relativement fiable. Ça veut pas dire qu'il est parfait, hein. C'est pas Kaka Kaladze et Maldini, mais quand même, Mata, c'est un mec à qui on peut faire confiance. Donc à côté de lui, vous mettez qui vous voulez. Et vous savez quoi ? Moi, je mettrais bien Tagliafico. Voilà, simplement. Oui, il fait 1m20, mais au moins, il y a de l'état d'esprit et au moins, il pue pas la peur. Alors voilà, il n'est pas défenseur central, mais on voit que dans l'animation de Pierre Sage, parce que tout à l'heure, on a parlé de 4-3-3, mais vous voyez, quand vous regardez le match, qu'à la relance, l'OL est toujours à 3 derrière, et sur ce match-là, c'est Mata qui a souvent occupé la place de simili ailier pour que Cherki puisse jouer numéro 10. Et on a eu un Tagliafico qui jouait pratiquement central. Effectivement, c'est un problème pour le jeu aérien, je suis d'accord avec vous. En attendant, on ne peut pas finir la saison avec une défense centrale Niakate, Kaletacha. Ça ne fonctionne pas. Niakate, quand il fait des bons matchs, c'est quand il n'y a pas Kaletacha. Kaletacha, il a fait des bons matchs, c'est quand il n'y avait pas Niakate. Les deux, ça marche pas. C'est comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Niakate, Kaletacha, ça ne fonctionne pas. Des solutions, il n'y en a pas 1000. C'est Mata en défense centrale, ce qui implique de mettre Maitland Niles arrière droit, qui est peut-être pas son meilleur poste, mais qui a quand même fait des très bons matchs dans ce rôle-là. Ou alors de ressortir Koumbedi du placard, même si Koumbedi, on sait qu'il devrait être vendu. Ou alors, je vous rappelle qu'il existe dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais un certain Warmed Omari. Alors oui, Warmed Omari, c'est pas non plus Yapstam, on est d'accord. C'est pas l'assurance tout risque. En attendant, Warmed Omari, je crois qu'il a joué 2 matchs. Il y en a un qui était bon, un qui était pété. Mais à quoi bon avoir un Warmed Omari si c'est pour aligner ce douilleux Kaletacha là ? Il va falloir faire quelque chose quand même. Voilà, donc le grand problème de cette équipe, il est avant tout dans la défense centrale, dans la relance. Ce qui s'est passé ce soir, c'est très simple. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Aujourd'hui, vous n'aviez pas Nemanja Matic sur le terrain, qui est un joueur de qualité quand même supérieure. C'est-à-dire qu'il peut se dépatouiller quand il a un mec sur le dos. Contre Montpellier, on a vu que Omer Agic était sur le numéro 6. Et c'était compliqué. Mais quand on avait un numéro 6 de talent, il arrivait à s'en sortir. Là, c'était Taner Tessman. Et Taner Tessman, il y a eu un marquage sur Taner Tessman. Donc, la responsabilité de la relance, elle était dans les pieds de Niakate et Kaletacha. Catastrophada. Voilà. Donc, à ce moment-là, il nous faut un défenseur relanceur. L'OL, et je répète, et je l'ai déjà dit, et je change pas d'avis là-dessus, et après on passera à l'attaque, l'OL est terriblement orphelin d'un défenseur qui est capable de percuter balle au pied et d'orienter avec la passe. Et par ça, vous savez ce que je veux dire ? Jake O'Brien. Jake O'Brien, il avait des lacunes en marquage, il avait des lacunes dans la lecture du jeu, mais il savait percuter balle au pied et il savait faire des passes verticales. Aujourd'hui, Niakate et Kaletacha, ils sont incapables de faire ça. C'est pas un problème quand le numéro 6, il est facile à toucher. Mais quand le numéro 6, il a quelqu'un sur le dos, c'est la mort intérieure. Donc, il nous manque ce joueur-là. Avant ça, on avait Loukeba. Loukeba, c'est un joueur qui avait cette qualité de relance, cette qualité de capacité à aller fixer le milieu adverse et de donner une passe vers le milieu ou vers l'ailier. Là, on a des défenseurs qui ne savent faire qu'un seul truc, c'est de donner au latéral. Là, on se fait chier. Et en plus, Jake O'Brien, il avait de la vitesse. Parce qu'on a bien vu sur la plupart des actions que Kaletacha, mes amis, Kaletacha, il a 12 en vitesse. Hein. C'est dur. C'est dur. Je continue de dire que Jake O'Brien, c'était pas le meilleur joueur du monde. Il avait plein de progrès à faire. Accessoirement, il avait 22 ans. Mais qui manque à cette équipe. Il manque ce patron-là, ce mec qui n'a pas peur, ce mec qui est capable de relancer.
Après, il joue pas à Everton, il suffit d'aller chercher en prêt, hein. Peut-être qu'on a le droit avec un prêt gratuit. Mais je pense sincèrement qu'au niveau de la défense, l'homme providentiel qui manque, c'est Jake O'Brien. Voilà. Vous allez dire, oui, mais tu l'aimes bien, Jake O'Brien, parce que c'est un Irlandais qui boit de la Guinness. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, regardez le profil de joueur qui était Jake O'Brien et osez me dire que ça nous ferait pas du bien quand même. Ça nous ferait pas du bien. L'autre problème de cet Olympique Lyonnais, il est dans la surface adverse. Pourquoi ? Vous savez quoi ? Je vais vous montrer les stats. Tiens, regardez les stats. Oui, l'OL perd contre Brest. Regardez les stats. Regardez. 67% de possession, plus d'expected goals. La seule différence sur ce match-là, qui n'est pas un bon match de la part de Brest et qui n'est pas non plus un bon match de la part de l'OL, Brest a fait un match sérieux, hein, je ne dis pas qu'ils ont été nuls, au contraire, bon match de Brest de manière générale, Brest, ils ont des occasions, ils les mettent au fond. Lyon, ils ont des occasions, ils les mettent pas au fond. Simple. Le foot, c'est facile. Hein, c'est vraiment le stéréotype de merde qu'il faut être bon dans les deux surfaces. Si t'es bon dans les deux surfaces, tu peux même te permettre d'être nul au milieu de terrain. Même. Ce soir, vous avez Alexandre Lacazette. Et Alexandre Lacazette, vous savez comme je l'aime, vous savez comme c'est mon héros. Et je lui ai déjà dit en plus en DM Twitter quand j'étais bourré que c'était mon héros. C'est mon héros, Alexandre Lacazette. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a des sursauts. Le match contre Montpellier était très bon de la part d'Alexandre Lacazette. On ne peut pas se contenter avec Alexandre Lacazette d'un bon match sur 4. On pourrait s'en contenter s'il n'y avait pas Mikotadze derrière. Il y a de la concurrence. Et la concurrence, elle n'est pas assez appuyée. Ce soir, le match d'Alexandre Lacazette, il n'est pas bon. Il doit finir. Il a 2 énormes occasions. Il y en a une en première période où il est seul face au but et il rate. Il bute sur Bizotte. Et il y a cette tête sur un centre de Cherki où il marque pas. Ça fait 2 occasions nettes. 2 occasions nettes qu'un grand Alexandre Lacazette, que le vrai Alexandre Lacazette, met au fond. Et si c'est le vrai Alexandre Lacazette, peut-être qu'on gagne le match. Simplement. C'est un match serré ce soir. C'est un match où Brest a peut-être été meilleur dans l'affichage, on va dire, mais factuellement, l'OL a eu les opportunités de gagner. Et il les a pas gagnées. Parce que dans la surface adverse, c'était pas bon. C'est pas que Lacazette. Fofana, moyen. Alors il y a eu une fulgurance, parce que le but de Verretou, il vient d'une fulgurance de Fofana. Pas suffisant. Ryan Cherki, est-ce qu'on peut lui reprocher des choses ce soir ? Il doit avoir 2 passes D ce soir, Cherki. Mais ça gage devant. Donc voilà. Il y a une somme de petites erreurs qui sont pas dramatiques parce qu'un match peut jamais être parfait. Moi, j'en veux pas forcément à Sage ce soir, même si un petit peu quand même, on va en parler après. Mais si vous voulez viser le top 4, si vous voulez que l'Olympique Lyonnais vise la Ligue des Champions, le podium, il faut être bon dans les deux surfaces. Et la vérité, c'est que cette équipe, elle n'est pas bonne dans les deux surfaces, dans sa configuration actuelle. On ne peut pas viser haut avec une défense centrale aussi frileuse. On ne peut pas viser haut avec un attaquant de pointe phare qui rate autant d'occasions. J'ai noté la statistique, elle est là, je l'ai marquée, elle est là, de DataOL sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises. Je fais attention à les sourcer parce que ça vient d'eux. 10e occasion nette manquée par Alexandre Lacazette cette saison. C'est le 3e joueur du championnat en termes d'occasion nette manquée. Le différentiel entre être 5e ou être 2e ou 3e, il va être là. Il va être sur la capacité à surpasser les occasions qu'on nous propose. C'est 10 occasions nettes manquées. Alors oui, il y a des matchs où il compense. Montpellier, il compense. Quand il met un triplé en Europa League, il compense. Est-ce que ça suffit ? Je sais pas. Qui sont les 2 premiers juste pour voir ? Je sais pas, j'ai pas la stat. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est DataOL sur Twitter. Et je suis inquiet là-dessus. Parce que d'un côté, vous avez un Alexandre Lacazette qui sous-performe quand même, qui a des sursauts, et des sursauts où on se dit « Ah putain, ça y est, il est là. Ça y est, c'est notre Alex, il est là. » Contre Montpellier, par exemple, c'est lui qui porte le match, c'est lui qui tient le résultat tout seul. Mais on ne peut pas se contenter d'aussi peu. Et de l'autre côté, vous avez un Georges Mikotadze qui attend. Et c'est ce qu'a dit Datascout sur Twitter. Mikotadze, il n'a pas le temps de jeu qu'il mériterait au vu de sa production. Donc il y a un problème de riche, mais en même temps, là ce soir, moi par exemple contre Montpellier, j'en veux pas à Pierre Sage de le laisser jouer une partie, tout le match, parce qu'on sent qu'il est dedans. Ce soir, est-ce qu'il sort pas un peu tard ? Encore une fois. Donc moi c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai peur que cette saison de l'OL, elle soit gâchée par une absence de choix fort. C'est peut-être le seul truc que je reproche à Sage, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trancher dans le vif, d'une manière ou d'une autre.
Stat à pondérer par le nombre de buts marqués, les attaquants loupent les grosses occasions, c'est ceux qui marquent le plus. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Je pense pas que Lacazette soit cramé, hein. Je dis pas ça. Je pense juste que doit y avoir une petite alternance peut-être. Ou en tout cas une meilleure répartition du temps de jeu avec Mikotadze. Je crois toujours en Lacazette. De toute façon, je suis pas objectif sur Lacazette. Je suis incapable d'être objectif sur Alexandre Lacazette, comme je suis difficilement capable d'être objectif sur Ryan Cherki. Ce sont des joueurs que j'aime beaucoup trop pour avoir une vision objective. Donc, quand il y a un mec sur Twitter qui me dit que t'es une girouette sur Alexandre Lacazette, d'un côté, il a tort parce que c'est pas vrai, mon discours, ça a toujours été le même. Mais de l'autre côté, ouais, en vrai, ouais. Ouais, parce que je l'aime trop, Alex Lacazette. S'il prolonge l'an prochain, même si c'est pas la meilleure décision financière pour l'OL, tant pis, je suis content. C'est comme ça, on est romantique, c'est tout. Il n'est pas cramé, il est juste moins fort que Mikotadze cette saison. C'est normal, il est sur la fin de carrière, Lacazette, il a 33 ans. Comment tu fais, mais c'est une question un peu philosophique, comment tu fais la transition? Comment ton jeune à fort potentiel, tu le fais croiser le vieux briscard qui décline, plus ou moins. Voilà. On peut dire la même chose sur Jonathan David. Bah, Jonathan David, on connaît. Jonathan David, on connaît ses qualités, ses défauts. C'est un mec qui est pas très bon dans le jeu, mais pour le coup, Jonathan David, capable de marquer à chaque match, et c'est un finisseur hors pair. Quand Jonathan David est moins bon en finition, c'est un joueur nul à chier. Il n'a, entre grands guillemets, que ça. C'est un vrai renard des surfaces, Jonathan David. C'est un vrai attaquant finisseur. Il apporte pas grand-chose dans le jeu. C'est pas du tout le même profil que Lacazette. Donc quand ça tourne, Jonathan David, c'est incroyable. Quand ça tourne pas, c'est calamiteux. Il n'y a pas d'entre-deux, Jonathan David. Voilà, donc... bref. Voilà globalement sur ce qu'il faut tirer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté? Verretou. Heureusement qu'il y a un but, mes amis. Oh là 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 là, Jordan Verretou. Oh, le gros caca. Tout le monde est venu voir le gros caca. Heureusement qu'il y a ce but-là. Cela dit, la finition est très belle. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est un débordement côté gauche avec une belle remise de Tolisso de Malik Fofana qui remet en retrait, entrée de surface à Verretou qui finit très bien. Mais alors, heureusement qu'il y a le but. Ouh là là, parce que là, on était sur un yaourt à laitière périmé depuis 2023 jusqu'au but. Ah, il sort de l'usine Malo, ouais, clairement. C'est Jordan Foirtou ce soir. Alors, heureusement, il est sauvé par son but, donc il va pas se faire saquer trop. Mais c'était pas bon. C'était pas bon du tout ce soir. La perte de balle sur le deuxième but, elle est criminelle. Criminelle. Franchement criminelle. Donc, un bot club pro à qui tu spams la passe. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? En vrai, il y a quand même des regrets à avoir sur ce match. Pourquoi il y a des regrets à avoir sur ce match? Parce que tu prends 2-0 en une demi-heure et tu l'as pas volé. Et là, tu te dis, oula, le match, il va être dur. Et après, il y a un mini sursaut. Il y a le but de Verretou, et derrière, il y a le but de Tolisso, qui est annulé pour un hors-jeu qui est très limite, bon, qui est existant, mais qui est très limite. Et tu te dis, bon, on va au vestiaire, nous sommes l'Olympique Lyonnais. Il y a deux solutions. Soit on ressort des vestiaires avec les crocs, soit on ressort des vestiaires, on fait dodo et on va prendre un but à la 50e. Moi, je me souviens, et vous pouvez lui demander si vous me croyez pas, je dis à mon cher ami Léonard de Lyon, je lui dis, tu vas voir, c'est Mama Baldé à la 50e. On va ressortir des vestiaires, on va faire un gros dodo, on va prendre un but à la 50e. Bon, bah, on l'a pris à la 52e. Il y a hors-jeu, honnêtement, je vois pas comment il y a hors-jeu. Alors, je crois les outils informatiques, mais quand il y a but de Baldé et que je vois le ralenti, je me dis, bon, bah, Niakate, il couvre. Voilà, 3-1. Niakate, il couvre. Alors oui, le match de Baldé, on peut en parler. On sait de toute façon, les anciens Lyonnais. Mama Baldé, il est arrivé sur le terrain, il a fait la vidéo de Morsa, et là il dit « je vais pas passer par 4 chemins, je vais vous niquer vos mères. » Mama Baldé, c'était Mamaldinho ce soir. Oh frère, oh le match de malade de Mama Baldé, quoi. Donc la classique, Puis quand tu vois qu'ils ont sur le banc Romain Del Castillo et Romain Fèvre, tu te dis bon, bah alors là... Donc oui, effectivement, on a remplacé Baldé par Zaha. Était-ce le meilleur choix tactique? Peut-être pas. Par contre, oui, c'est vrai, il a respecté. Full respect à Mama Baldé, full respect. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué sur les 6 premiers mois parce qu'il était nul à chier. Et quand il est parti, ça m'a fait chier. Vraiment, ça m'a fait chier quand il est parti. Parce que c'est un mec, t'es content de l'avoir dans ton effectif. Et je pense que les Brestois sont très contents de l'avoir dans leur effectif.
Donc, full respect pour Mama Baldé, qui est un bon joueur, foncièrement un bon joueur, qui a été en difficulté 6 mois à l'OL et qui est revenu d'entre les morts pour faire 6 super mois. Dommage de l'avoir vendu. Voilà. Je continue de penser que c'est une des erreurs du mercato, c'est d'avoir vendu Baldé, parce que c'est un super mec de banc. Tout ça pour prendre Wilfried Zumba, qui est un des pires recrutements de l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais. Mais soit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté ? Blessure de Tagliafico, puisque un bonheur n'arrive jamais seul. Tout ça pour être remplacé par Abner. Abner, merci, 8 millions d'euros. Peut-être que c'était Betis FR sur Twitter qui avait raison finalement. Voilà, 8 millions d'euros pour ça, on ronfle. C'est le même constat que contre Montpellier, c'est pas un bon joueur. Voilà, c'est tout. Abner, c'est un joueur moyen. C'est sûrement un joueur juste moyen. Nuama, ça en est où le ketchup ? Le ketchup, il est en rayon chez Auchan, mais pour l'instant, il n'est pas ouvert. Moi, je ne crois plus en Ernest Nuama à l'Olympique Lyonnais. Je pense que Ernest Nuama va être vendu à la première offre en Première Ligue qui va arriver. On nous dit qu'Everton est toujours intéressé. Alors, c'est l'information Foot Mercato. Alors, attention, information Foot Mercato. Je vais vous dire que c'est aussi fiable que mon ex, quoi. Donc, voilà. Mais on sait que Ernest Nuama, s'il peut partir, il va partir. Et si l'OL peut en garder un entre Nuama et Benrahma, je pense qu'il garde Benrahma. Voilà. Donc, le match ne bascule pas parce que Tagliafico sort. Je pense que oui, Matt Lesguy. Je pense. Aussi fiable que Pierre Chabrier, effectivement. Arrêtez, c'est pas bien. Le harcèlement, c'est mal. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo de 40 minutes pour vous expliquer que le harcèlement, c'est mal sur mon ancien associé. Rien à voir. Voilà. On a fait à peu près le tour sur tout ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait un très gros coup à faire. L'OL aurait pu monter sur le podium carrément après le nul de Monaco. Et c'est des points perdus, bêtement. Enfin, bêtement, je sais pas, c'est bêtement, mais je pense pas que c'était un match imprenable. C'est pas un grand Brest en face. C'est le bon moment pour choper Brest. C'est le moment où ils sont encore occupés à jouer la Ligue des Champions. Donc, je préfère prendre Brest maintenant que Brest en avril. C'est dommage. C'est toujours dur de jouer Brest à l'extérieur, mais je pense que c'était possible de prendre un point. Donc voilà, petit mot sur Tessman et Tolisso au milieu. Tessman, en vrai, il jouait une grosse carte aujourd'hui parce que Tessman va venir cet été. Il est fort probable que cet été, Matic ait la possibilité du dernier contrat. Quand je dis le dernier contrat, c'est le contrat de 2 ans aux Émirats, le contrat de 2 ans à Côme. En tout cas, je ne serais pas surpris si Nemanja Matic s'en va cet été pour aller chercher El Famoso, dernier gros contrat, tant qu'il a encore les cannes. Et donc, quand Nemanja Matic va partir, va se poser une question. Faut-il remplacer Nemanja Matic ou est-ce qu'il faut rendre une place de titulaire à Tessman ? Tessman, il a une très très grosse carte à jouer sur les 4 prochains mois. C'est celle de dire « je suis capable d'être titulaire quand Nemanja Matic va partir ». Il va pas avoir 1000 occasions de le montrer. Ce soir, il n'a pas été catastrophique, Tessman, mais il est moyen. C'est moyen. Donc, oui, il y a une frappe qui part à New York, effectivement. Moi, je continue à croire que Taner Tessman peut être un joueur intéressant. Je pense pas que ce soit un crack. Je pense que c'est bien en dépannage, bien dans la rotation. Je ne sais pas encore quelle est pleinement la bonne utilisation de Taner Tessman. Il y a des qualités évidentes chez Taner Tessman, notamment dans le jeu long, mais il y a des lacunes. Dans l'activité, il y a des lacunes. Dans le jeu sous pression, il y a des lacunes. Donc on va voir. Il a 4 mois de toute façon, Taner Tessman. Il a 4 mois pour prouver qu'il peut être mieux qu'un joueur de rotation. Voilà. C'est tout. Donc il a 4 mois pour prouver qu'on n'a pas besoin de le remplacer. De remplacer Matic. On verra. Tolisso, ce soir, c'est pas son meilleur match, mais je l'ai pas trouvé scandaleux non plus. Enfin, c'est pas un match mauvais. Il y a le décalage pour Fofana sur le but qui est intéressant. Il peut pas tout faire non plus, le coco. Voilà, on est le 11 janvier, je sais toujours pas ses points forts et le schéma technique qui lui convient. Le problème de fond, c'est que... en fait, juste pour terminer, après on va passer aux notes, il y a un truc que je trouve intéressant. Depuis l'arrivée de Pierre Sage, c'est que on voit ce que Pierre Sage met en place, notamment à la relance. On voit qu'il y a un système préférentiel qui consiste à avoir une relance à 3 avec un des latéraux qui vient basculer dans l'axe pendant que l'autre vient prendre l'aile. Ça s'est vu à plein de moments. Alors, je ne suis pas expert tactique, mais il faudrait que je demande à mon copain Florent Tonuti de le faire. Mais on voit très bien qu'à la relance à l'OL, vous aviez Kaleta Tchar, Niakate et souvent Tagliafico pour pouvoir permettre à Mata de sucer la ligne à droite, ce qui permettait à Cherki de jouer 10. Et à l'inverse, parfois, c'était Mata qui venait dans cette zone-là, Tagliafico qui prenait l'aile, et parfois, c'était Tessman qui descendait
en défense centrale pour pouvoir permettre aux 2 latéraux d'occuper les ailes. Donc, il y a un plan de jeu quand même. Il y a une identité de jeu. Maintenant, c'est bien les intentions, mais il faut les joueurs qui sont capables de les porter. Ce soir, c'était pas le cas. Mata, il n'a pas le talent de mettre Nice pour percuter. Quand on a un Lacazette qui n'est pas capable de jouer bien en pivot comme il l'a fait contre Montpellier, ça marche moins bien. Quand vous avez des mecs au milieu qui ont du mal à se dépatouiller du pressing, c'est plus compliqué. Donc il y a quand même une base. Intéressante. Ça manque un peu de calcium, tout ça. Donc c'est peut-être mon élément rassurant de cette rencontre, c'est que j'ai vu quand même des éléments de construction intéressants. Mais on a des joueurs qui sont un peu timides et qui ne sont pas dans leur meilleure forme. Même Malik Fofana, on n'en a pas parlé. Malik Fofana, il y a une fulgurance dans le match qui donne un but. Bon, on va lui pardonner, hein, je veux dire, c'est pas un mauvais match. Mais je le trouve timide depuis quelques rencontres. Alors, on ne peut pas attendre de Malik Fofana que ce soit Lionel Messi en constant alors qu'il a 19 piges. Mais un peu timide. Voilà. Est-ce que Almada, Cherki associé ne pourrait pas nous sauver de défauts de construction? C'est la grande question. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui peut se passer à l'Olympique Lyonnais là? Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines? Thiago Almada va arriver, on le sait, il est en train de passer la visite médicale, il devrait arriver. Comment on va utiliser Thiago Almada? Je suis très curieux. À quel poste? Comment on va l'associer à Cherki ou pas? Est-ce que l'OL va faire venir Luis Enrique? Alors, vous savez comment ça marche, hein, c'est-à-dire que pour faire venir Luis Enrique, il va déjà falloir 2 conditions. Un, c'est vendre Nuama ou Benrahma, au moins un des deux, et qu'on libère une place d'extra-communautaire. Et la place extra-communautaire, il semblerait que ça tienne à la capacité des Barbades à filer un passeport à Ainsley Maitland-Niles. Mais si vous avez Almada et Luis Enrique qui viennent à l'OL, bah vous avez des nouvelles cartes à jouer. Donc Pierre Sage, il va avoir quand même des jouets avec lesquels jouer. Il passe la visite médicale depuis la cabine de l'aéroport où il est là depuis 3 jours. Il est là depuis 3 jours. On dégage un... Non, Adrielson, on ne compte pas. Les extra-communautaires à l'OL, c'est Thiago Almada qui n'a pas de passeport italien. C'est Ainsley Maitland-Niles qui est anglais, donc ça ne fait pas partie de l'Union Européenne. C'est Abner et c'est Tanner Tessman. Vous en avez déjà 4. Adrielson, il compte pas. Hein. On ne peut pas jouer avec Adrielson. Il n'est pas inscrit. Adrielson, il va partir, là. On nous murmure Anderlecht. Et donc vous avez déjà 4 extra-communautaires à l'OL. Lucas Perry et Tagliafico, ils sont italiens. Ça compte pas. Voilà. Donc il faut de toute façon, si vous voulez rêver d'un Luis Enrique à l'OL, il faut une place. La place, elle n'y est pas. Donc on va pas compter dessus. Par contre, Thiago Almada, il va arriver. Il est disponible pour jouer. Comment on va l'utiliser? Bonne question. Voilà. C'est certain que la Ligue va enregistrer Almada, voire Enrique. Almada, théoriquement, c'est bon. Hein. Il n'y a rien qui nous dit aujourd'hui que c'est pas bon. Luis Enrique, c'est plus compliqué, je pense. Voilà, je pense que c'est plus compliqué. Almada en 8. Bah ouais, mais en vrai, le système qui correspond pas trop mal, c'est d'avoir Almada à côté de Tolisso, plutôt que Verretou, et quand même Cherki sur le terrain. Mais on va voir. Mata, c'est quoi? Mata, il est angolais, et l'Angola, c'est dans les accords de Cotonou, dont ça ne compte pas en extra-communautaire. Et je crois qu'il est belge aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, je pense qu'on a dit plein de choses. Hein. Il est long ce débrief. Hein. Ça fait déjà 27 minutes, il faut qu'on passe aux notes. Alors, les notes, tiens d'ailleurs. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs. Vous pouvez même les noter. Almada peut jouer milieu défensif. Non. Almada, c'est un 8-10. Almada, honnêtement, de ce que j'en ai vu, hein, c'est-à-dire pas beaucoup, j'ai quand même l'impression qu'Almada, on est sur un profil à la Juninho dans l'utilisation. C'est-à-dire un mec qui est un meneur ou un Paqueta, avec plus de capacité à jouer sur l'aile quand même. Mais c'est pas vraiment un ailier, c'est un meneur de jeu excentré ou alors un meneur de jeu. Mais c'est pas un mec qui peut jouer 6 du tout. Voilà. Il joue pas milieu défensif du tout. Non. Cherki sur l'aile, c'est une connerie avec 2 numéros 8. Je sais pas. Après, c'est le 4-3-3, il n'existe pas. Hein. Cherki, il a pas joué sur l'aile ce soir. Hein. Il joue au mieux meneur excentré. Donc il pourrait rentrer dans les 3 du milieu avec Tolisso et Matic. À mon sens, oui. Dans un rôle à la Paqueta. Voilà. Mais je sais qu'à Botafogo, il a souvent joué ailier. C'est un type de joueur, à mon sens, assez similaire à Ryan Cherki dans son utilisation, mais peut-être avec plus de qualité de milieu. Voilà. On passe aux notes? Allez, on passe aux notes. C'est pas ça du tout que je vais vous montrer. Voilà, les notes, elles sont là. Alors, Lucas Perry, 2 buts encaissés. Très honnêtement, il peut pas grand-chose sur les 2 buts. Voilà. Alors, je sais qu'on a souvent dit ça. Il y a un bel arrêt sur le premier but. Honnêtement, quand il sort l'arrêt, je fais « Waouh, joli ». Maintenant, bon, bah voilà, 4 arrêts, 2 buts encaissés. 4, vous êtes un peu dur, je trouve. Vous êtes un peu dur. Je sais pas ce que vous attendez de plus de Perry sur ce match-là.
Oui, c'est pas le match grandissime de Lucas Perry. Mais c'est un 5, à mon sens. C'est un match un peu random. Après, non, oui, vous avez raison. Les relances sont pas ouf, donc on va mettre 4,5. La défense centrale, Kaka, hein, Prout, Pipi, Zboub. Douye Kaletatsar, c'est le pire match de sa carrière avec l'Olympique Lyonnais. C'est un 1 bien tassé. Du côté de Niakate, c'est un mauvais match, hein, on va pas se mentir. C'est un très mauvais match de la part de Niakate. Juste, il a été éclipsé parce que Kaletatsar a été absolument affreux. Ouais, Kaletatsar, c'est 0 en fait. Voilà, c'est 0. Niakate, c'est 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tagliafico, que j'ai pas trouvé calamiteux, mais que j'ai pas trouvé très très bon non plus. Après, pas mal de duels gagnés quand même de la part de Tagliafico, qui fait une bonne mi-temps. On met quoi, 4? 4 à Tagliafico? Ou 4,5? Je sais pas, dites-moi. Dites-moi dans le chat, je suis pas convaincu. Marcelo avait pris 1 pour le match du Prout. On met 4, on met 4. Mata, pour le coup, match correct de la part de Clinton Mata. C'est, on va le sauver, hein. On va le sauver, on va mettre 4,5 ce soir pour Clinton Mata. Le milieu de terrain, Verretou, Tessman, Tolisso. Tessman, match quand même très moyen. Moi, j'ai envie de mettre 4 à Tessman ce soir. Voire 3,5 en vrai, parce que bon, les encouragements du public, ouais, vous êtes gentils quand même, hein. Tessman, c'est un 4 bien tassé. Tolisso, c'est un match relativement moyen, relativement sans saveur, mais pas mauvais non plus. On va mettre 4,5. Jordan Verretou, c'est un match calamiteux, mais il y a quand même un but. Donc on va mettre 4,5. Et derrière, la ligne offensive, Cherki, c'est un bon match. Il y a quand même pas mal de ballons perdus, mais ça reste un bon match. J'ai envie de mettre 5 à Cherki. 5,5, on lui vole quand même une passe D. Hein. On lui vole une passe D. Fofana, pour moi, c'est un match assez timide, mais il y a quand même une action qui crée une passe décisive. Donc, Fofana, j'ai quand même envie de mettre une note assez positive parce qu'il y a une passe D. Donc, on va mettre 4,5. C'est vrai que Verretou, je suis quand même très gentil. On va mettre 4. Hein. Lacazette, 1. Lacazette, en vrai, je crois qu'il y a 15 ballons touchés, 20 ballons touchés. Mais effectivement, il rate tout. On peut pas être satisfait du match de Lacazette. Pas du tout. Hein, c'est 2 ou 3, Lacazette. Pas bon ce soir. Hein. 3, 2, 3. 2, c'est dur quand même. Hein. À mettre 3. Et on a 2 entrants à la mi-temps qui sont Ernest Nuama, dont le match est vraiment pas bon, on va mettre 3. Et Abner qui est très moyen, on va mettre 4. Et Pierre Sage ce soir, c'est un bon 3. Hein. C'est une défaite dégueulasse, hein. On va mettre 3. 3,5. 3,5. 3,5, voilà. C'est pas bon. Hein. C'est pas terrible. Hein. Vous voulez voir vos notes à vous? Vos notes à vous, vous avez été beaucoup plus sévère avec le milieu de terrain. Ça, c'est vos notes, ça. Hein. 2,4 à Lacazette, 3 à Vertou, 3,6 à Tessman. Je vous trouve dur. Hein. Nuama, je suis son hater numéro 1. Il faut vraiment qu'il s'en aille pour sa carrière. Alors, je suis pas son hater, mais je pense qu'il faut qu'il s'en aille. Ouais. Pas de défenseur central bon à Botafogo. Si, Adrielson, lol. Non, on n'insulte pas les joueurs, Nueve. Enfin. On a déjà vu un joueur en dessous 1 sur note. Oui, il y a eu des zéros. Ils sont très rares, hein, mais il y a eu des zéros. Par contre, sur les notes communautaires, non, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un mec qui a 0,9. Vraiment, je pense que c'est la première fois qu'il y a un 0,9 pour un joueur sur le terrain. Donc bravo. Voilà, je vous applaudis tous. Hein, bravo. Et la note d'Abner. Alors, elle n'est pas affichée sur le terrain, mais vous pouvez noter Abner normalement. Vous pouvez noter Abner. J'ai mis 1,5 à Douye Kaletatsar. T'es bien généreux, Joe. Bien généreux. Voilà, on a terminé ce débrief. Cette année 2025 ne commence pas génialement bien au niveau du contenu pour l'Olympique Lyonnais. Fort heureusement, il y aura plein de matchs, puisque nous aurons OL TFC ce week-end. Ce sera dimanche. C'est dimanche, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est dimanche. C'est samedi, tout à fait. C'est tout à fait samedi. Bourgoin-Jallieu OL, 18h mercredi. Débrief sur les coups de 20h. Samedi, 21h, OL TFC. Derrière, nous aurons le match contre Fenerbahçe. Ce sera jeudi. Et enfin, nous aurons Nantes-OL le dimanche 26. On va quand même espérer voir un petit peu de victoire et un petit peu de meilleur dans le contenu. Je préfère quand l'OL joue tous les 3 jours. Ça leur laisse pas le temps de réfléchir à pourquoi ils ont été nuls. Donc voilà, attention, match piège contre Bourgoin en Coupe de France. Il va faire froid.
La pelouse va être pourrie. On sera dans l'Estadio Monumental Pierre Rajon du côté de l'Isère, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez pronostiquer sur le match contre le TFC si vous voulez participer au concours de pronos dont on n'a pas encore la dotation. Et pour ça, on a fini le débrief, 35 minutes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On reste encore ensemble 5-10 minutes sur Twitch. Et après, je vais aller sortir, parce qu'on est quand même samedi soir. Voilà. Merci à vous. Merci pour les pouces. Merci pour la participation. Merci pour la confiance. Merci pour les messages gentils des gens qui me croisent parfois à Lyon, dans les bars. Vous êtes trop gentils. Toujours, d'ailleurs. C'est adorable. Voilà. Et puis, on se retrouve mercredi soir, 20h. Pour le débrief de Bourgoin-OL, en espérant que cette fois, l'Olympique Lyonnais aura gagné le foot. Bisous, à bientôt.